Le Népal se trouve en ce moment au cœur de la tempête. Une simple, ou peut-être pas si simple, situation. Le veto imposé à une longue liste de réseaux sociaux a déclenché la plus grande vague de protestations depuis des décennies dans le pays, qui a déjà fait plus de 20 victimes. En termes de morts, il y a des centaines de blessés. Et pour couronner le tout, la démission du Premier ministre du pays. Cependant, il ne semble pas que les jeunes, qui sont la force principale de ce mouvement, veuillent s'arrêter là. En réalité, cela va bien au-delà d'une sorte d'explosion soudaine de violence juvénile, car cela a des racines beaucoup plus profondes. Cela a à voir avec le ras-le-bol généralisé de la population, oui, principalement des jeunes, surtout à cause des nombreux cas de corruption qui abondent dans le pays. Mais bien sûr, nous ne pouvons pas analyser ce qui se passe au Népal, sans mentionner la lutte géopolitique entre la Chine et l'Inde, ainsi que l'influence occidentale qui est également présente. En définitive, aujourd'hui, nous allons analyser ce qui se passe réellement au Népal et pourquoi ce petit pays de l'Himalaya est récemment devenu le centre de l'attention mondiale. Comme d'habitude, nous commençons depuis le début. Le 4 septembre, le gouvernement népalais de l'époque a interdit toute une série de réseaux sociaux. 26 réseaux sociaux en particulier, parmi lesquels on trouve certains aussi connus que par exemple Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. C'est-à-dire, nous parlons de réseaux sociaux, oui, mais aussi de services de messagerie. Une tentative de faire taire la population qui en fait a eu l'effet absolument contraire. La génération Z, les jeunes sont entrés dans une colère noire et sont descendus dans la rue pour exiger la démission du gouvernement. Il semble qu'ils ne veuillent pas s'arrêter là. En ce moment même, la violence atteint son niveau maximal, dans le. Ce qui avait commencé comme des marches pacifiques a rapidement dégénéré en une escalade de la violence, se traduisant par le siège du Parlement, des bâtiments gouvernementaux incendiés, des centaines de blessés, des dizaines de morts et, pour couronner le tout, la démission du Premier ministre du pays. En fait, le niveau de violence a été tel que certaines images les plus choquantes, bien sûr, je ne pourrais même pas les publier ici. Comme d'habitude, vous pourrez les trouver sur ma chaîne Telegram ou sur Errol Yuzibaya, tout attaché, comme sur le reste de mes réseaux sociaux. Et il faut souligner qu'il s'y passe des événements tellement invraisemblables. Comme, par exemple, l'épouse de l'ancien Premier ministre du pays, décédée à cause des brûlures qu'elle a subies, parce qu'un groupe de manifestants s'est rendu chez elle pour incendier sa maison et ils l'ont effectivement fait. D'autres images montrent, à ce moment-là encore ministre des Finances du pays, traîné vers une sorte de ruisseau où les mêmes manifestants voulaient le confronter à la justice. On ignore même s'il s'agit de justice civile ou divine. En définitive, de la violence, encore de la violence et toujours plus de violence. Cela dit, il est absolument fondamental de souligner que le veto numérique n'a été que le déclencheur de ce qui mijotait depuis des années, au moins au sein de la société népalaise. Et en fait, depuis, je le répète, très longtemps, la population percevait son propre gouvernement comme profondément corrompu et népotiste. Et bien sûr, la situation ne pouvait pas continuer ainsi pendant beaucoup plus longtemps. Au Népal, en plus, il y a énormément d'immigration. C'est peut-être l'un des pays d'Asie, en fait, qui compte le plus d'immigrants, puisque les jeunes du pays, à cause de la situation qui règne, sont obligés d'émigrer vers d'autres endroits en Asie. Des millions de jeunes partent travailler en Inde, en Malaisie, dans le Golfe, dans le cas où ils y trouvent des opportunités pour y développer leur vie, tant personnelle que professionnelle. Les réseaux sociaux, pour eux, étaient donc bien plus qu'un simple endroit où poster des photos et des vidéos. C'était leur fenêtre sur le monde, le fil qui les reliait au reste de l'humanité qu'on leur a arraché d'un seul coup. Et maintenant, il semble qu'à cause de cela, ils font face, entre autres choses bien sûr, aux conséquences. Enlever les réseaux sociaux aux jeunes, c'était un peu comme éteindre leur dernière étincelle d'espoir.
Mais loin de manifester et de protester contre ce veto, en réalité ce contre quoi ils protestent, c'est vraiment contre un système qui ne fonctionne plus et qui ne les représente plus non plus. Les raisons internes semblent être plus ou moins claires. Mais qu'en est-il de la signification au niveau géopolitique de ce qui se passe au Népal ? Népal, il faut surtout mentionner le fait que nous ne parlons pas de n'importe quel pays, mais d'un tampon entre des puissances aussi importantes au niveau mondial que la Chine et l'Inde. Les deux pays, bien sûr, travaillent sans relâche depuis des décennies pour contrôler et influencer la partie la plus juteuse du Népal. En ce sens, on pourrait dire que l'Inde a fait des progrès un peu plus importants. C'est le pays qui contrôle la majeure partie du commerce du Népal, plus de 70%. En fait, c'est aussi le cas pour le carburant et les biens de première nécessité qui y arrivent. Et pour New Delhi, il est absolument fondamental que la situation à l'intérieur du Népal soit aussi stable que possible, car c'est ce qui lui assure justement la sécurité et le pouvoir. Bien sûr, il y a aussi le bénéfice économique. La Chine, bien sûr, n'est pas non plus en train de rester à la traîne, loin de là. Le rêve doré de Pékin est de relier le sud de l'Asie au Tibet et ainsi obtenir une plus grande sécurité et bien sûr aussi une plus grande influence tant géopolitique qu'économique dans la région. Et dans ce sens, elle essaie donc de mener à bien de multiples projets d'investissement, surtout dans les infrastructures à l'intérieur du projet appelé la ceinture et la route, c'est-à-dire chaque crise à Katmandou devient inévitablement la question évidente: qui gagne le plus d'influence, la Chine ou l'Inde? Et en ce moment, avec ce qui se passe au Népal, un vide est en train de se créer que sans aucun doute, les deux pays vont essayer de combler à tout prix. Mais c'est ici qu'entre aussi en jeu un troisième acteur. Bien sûr, nous n'allions pas oublier un acteur international aussi important, qui, en plus, comme vous le savez, est impliqué dans presque toutes les affaires qui mijotent dans les casseroles du monde entier. Rappelons que ce qui se passe en ce moment au Népal a précisément commencé avec l'interdiction des réseaux sociaux occidentaux. Le gouvernement népalais a expliqué qu'il ne respecta pas plusieurs réglementations. Mais ce qui nous importe ici, c'est ce soft power, ce pouvoir doux qu'il exerce sur pratiquement la totalité du monde. Oui, les réseaux sociaux sont un levier fondamental de contrôle et maintenant, au Népal, on le voit parfaitement. Mais pas seulement cela. Qu'est-ce que l'Occident cherche à obtenir avec cette déstabilisation de la société de Katmandou? Fondamentalement, remplacer la Chine. Moins Pékin a de points, mieux c'est, pour l'oncle chat. Oui, les États-Unis ont beaucoup à gagner ici, et en réalité, pour l'instant du moins, on dirait que ça leur est égal. Quelles vont être les conséquences? Le chaos suffit-il? Et au milieu de tout ce chaos, un seul nom émerge, Valandra Valen Shah, ingénieur civil, rappeur et actuel maire de Katmandou. En 2022, il s'est présenté aux élections contre les pouvoirs officiels occidentaux du pays et il les a battus. Il est ainsi devenu une sorte de symbole de la transparence, de l'honnêteté et de la lutte contre la corruption. Et c'est précisément à lui que les jeunes proposent actuellement de devenir le prochain Premier ministre du pays. Il n'a pas encore franchi le pas, mais quoi qu'il fasse, une chose est claire. Il est déjà devenu le héros populaire, le visage, le renouveau, et par conséquent, le plus grand ennemi des pouvoirs traditionnels. Pour compléter le tableau, maintenant devant nous, et surtout devant la société civile du Népal, 3 scénarios principaux s'ouvrent. Premièrement, qu'il y ait effectivement une réforme en profondeur dans le pays et dans son système politique. Premièrement, c'est ce que semblent exiger les manifestants. Deuxièmement, qu'il y ait encore plus de répression et par conséquent, très probablement, encore plus de violence. Ou bien, existe-t-il aussi une possible troisième option, à savoir que le pays soit plutôt pris dans une sorte de jeu géopolitique où la Chine, l'Inde et l'Occident essaient de partager leur influence à l'intérieur même du pays.
La crise au Népal, donc, a commencé par ce qui semblait être un simple veto de la République sociale dans le pays. Mais c'est en train de devenir bien plus que cela. Nous parlons d'une fracture générationnelle, d'une part, et d'un pays plongé dans le gouffre de la corruption, d'autre part. Et c'est bien sûr la lutte géopolitique entre plusieurs acteurs internationaux majeurs en même temps. Et la grande question que nous devrions donc nous poser, c'est: est-ce réel à l'intérieur du pays ou simplement un chapitre de plus dans l'interminable lutte de plusieurs puissances internationales en même temps?